Bonsoir à tous, bienvenue pour votre nouveau rendez-vous sur i24 News. C'est le journal du foot. Tous les lundis et tous les mardis, nous revenons sur les journées de championnat européen du week-end. Une émission 100% football, donc avec un expert, Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Quel bonheur d'être avec vous et de vous retrouver sur l'antenne d'i24 News. Vous êtes à Paris depuis nos studios de Cognac G. Nous sommes à Tel Aviv et chaque semaine, nous allons vous retrouver pour cette nouvelle émission. En plateau avec moi également Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Bonjour. Allez Manu, Lise, l'actualité est chargée, on y va. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par le championnat d'Espagne avant d'entrer plus en détail avec notre expert Emmanuel Petit. On va jeter un coup d'œil aux résultats de ce week-end. Carton plein pour le Real et le Barça. Les Madrilènes s'imposent 8-2 à la Corogne alors que les Catalans vont gagner 5-0 sur le terrain de Levante. Ça cale pour l'Atlético qui concède le nul à domicile contre le Celta Vigo. Enfin, Séville et Grenade confirment leur bon début de saison avec une victoire chacun. Alors Emmanuel, on vient de le voir, 13 buts en 2 matchs pour le Real Madrid, les attaquants qui s'en donnent à cœur joie. Alors pour le moment, ça commence à prendre, on va dire, mais il ne faut pas oublier que Xabi Alonso est parti. Prudence, parce que quand Makelele était parti, rappelez-vous, en 2003, eh bien, le déclin du club commençait. Oui, en sachant aussi qu'il y a Khedira qui est toujours à l'infirmerie, donc... J'avais dit la semaine dernière sur ce plateau que le Real Madrid avait un énorme potentiel offensif. Ils l'ont encore prouvé cette semaine. Ils se sont rassurés à la fois en Champions League et ils ont aussi cartonné en championnat. Mais c'est vrai que l'amalgame entre l'équilibre offensif et défensif, il faudra justement trouver le bon remplaçant, à mon avis, à Xabi Alonso. À l'heure actuelle, c'est Modric associé avec Kroos. Ils font parfaitement leur travail, mais contre des équipes plus huppées, mieux organisées à la fois défensivement et mieux armées offensivement, je pense qu'il y aura un réel problème. Donc il va falloir vraiment qu'ils arrivent à trouver la juste mesure entre ces deux composantes. Alors Lise Barenbaum, malgré les récentes réussites du Real Madrid, Casillas n'arrête pas d'être sifflé. Vous ne pensez pas que c'est un petit peu injuste ça de la part des supporters ? En tout cas, on a pu lire beaucoup de papiers, effectivement, dans la presse européenne cette semaine sur le cas Casillas. Le 20 minutes espagnol en parlait il y a quelques jours. Le portier et capitaine du Real a vécu une soirée très difficile quand son équipe a perdu, on s'en rappelle, face à l'Atlético Madrid à domicile au Bernabéu, 2-1. Alors, selon le Mundo Deportivo, celui qu'on surnomme Saint Iker, a perdu le soutien d'une partie des sociaux merengues à cause du but éclair marqué par Thiago à la 9e minute de jeu sur corner. Alors, depuis, il a encore encaissé 2 buts face à la Corogne, même si Madrid a gagné. Mais Casillas, pas susceptible, a répondu que le public est souverain et qu'il continuerait à travailler. Mais attention, la concurrence fait rage à la Casablanca. Il faut se rappeler que cette année, le Real a recruté un autre gardien, l'excellent portier du Costa Rica, Keylor Navas. Et pour le site Eurosport, certains fans ont même réclamé la titularisation du Costaricain à la place de Casillas, dont les erreurs auraient beaucoup coûté à la Casablanca. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel, quand même? C'est dur, c'est une injustice quand même de voir comme ça un coéquipier siffler. Ça vous est arrivé, ça, vous? Je trouve surtout que c'est la dure réalité du monde dans lequel on vit, encore plus lorsque vous êtes dans le football professionnel, le sport professionnel tout court. Donc ça m'embête pour Iker Casillas parce qu'avant d'être un très grand professionnel et un très grand champion, c'est aussi un très grand homme et c'est rare de le souligner dans ce milieu, je le connais bien. Donc ça m'embête. Il faut faire très attention à ne pas faire la saison de trop. Je pensais qu'après l'Euro raté, notamment avec ses piètres prestations contre les Pays-Bas, il aurait pris la sage décision de se retirer du football international et de se mettre un petit peu en retrait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc à lui d'en assumer la responsabilité. Je pense encore une fois qu'il a toujours des qualités. Peut-être qu'il est moins rapide et moins vigilant aussi sur les réflexes. Mais je crois aussi que de temps en temps, les problèmes défensifs ne se résument pas simplement et seulement au gardien de but, mais c'est aussi l'équipe qui doit travailler devant elle. Et je vais réitérer ce que j'ai dit avant. Je pense que le Real Madrid, à l'heure actuelle, n'est pas trop mis en porte-à-faux à ce niveau-là. Donc je pense que le problème de Casillas ne doit pas cacher aussi les carences des fois défensives de cette équipe. Oui, d'ailleurs, ce ne sont pas les seules carences, puisque au Real Madrid, il y a de gros problèmes financiers, Lise Barenbaum. Effectivement, c'est le quotidien espagnol Marca qui revient donc sur ces problèmes financiers lors de l'Assemblée générale du club qui s'est tenue ce week-end. Le président Florentino Pérez est confronté à une dette faramineuse, 602 millions d'euros, soit 11% de plus que l'année dernière. Donc la solution, c'est la vente de joueurs à des prix plus élevés que la moyenne, ça ils le font déjà, mais aussi la réduction d'un train de vie excessif. En tout cas, les économistes tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme devant la monstruosité de cette dette. Bon, on se demande comment ils vont se sortir de cette affaire financière. Oui, Manu?
Oui, moi je pense qu'ils ont trouvé la solution puisqu'ils sont en train de réfléchir pour le naming du stade avec Abu Dhabi, donc avec une enveloppe de 500 millions d'euros à la clé, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, quand vous appelez le Real Madrid, vous êtes, en plus d'être un immense, probablement le plus grand club de foot au monde, vous êtes une marque qui peut voyager à travers le monde. Donc je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Donc il ne faut pas s'inquiéter comme les économistes. Alors on va parler du Barça, un club que vous connaissez bien, Manu. 5 matchs officiels depuis le début de saison avec 5 victoires, 12 buts marqués et 0 encaissés. 5 buts à 0 ce week-end face à Levante, tout simplement des statistiques impressionnantes. Que pensez-vous du renouveau de cette équipe ? Pour l'instant, elle fait très bonne figure et on a retrouvé un Lionel Messi tranchant, saignant, décisif, comme à ses premières heures justement lorsqu'il est arrivé de la Masia en équipe première. J'ai vu un Lionel Messi qui a complètement effacé justement sa déception de cette finale de Coupe du Monde et qui a effacé également tous ses soucis de pépins physiques de la saison dernière. N'oublions pas quand même que Suarez ne joue toujours pas. Donc le jour où il va faire son retour dans cette équipe, avec Neymar, Messi, Iniesta et Suarez, ça risque de faire très très mal. Et je pense aussi qu'ils sont en train de retrouver un petit peu un certain équilibre défensif également. Donc attention, le Barça est en train de renaître de ses cendres et je pense que le Real Madrid est bien averti. Allez, on va regarder tout de suite le classement provisoire en attendant évidemment la rencontre de Valence. Le Barça est seul leader devant Séville, Atlético et Grenade. Le Real de son côté revient en première partie de tableau et accroche la 7e place. Allez, on va passer tout de suite au dossier du jour. En football, il a presque tout gagné. Le talent d'Zinedine Zidane en tant que joueur ne fait donc aucun doute. Mais comme beaucoup de ses confrères, il a décidé de rester dans l'univers du ballon rond sur le banc d'entraîneur. Zizou, qui entraîne le club de réserve de l'équipe de son cœur, celle du Real Madrid, peut-être dans l'espoir un jour de s'occuper de la Casablanca. Elle-même pourtant, tout n'est pas idyllique pour le champion du monde. Les critiques fusent. Retour sur ces polémiques avec vous, Lise Barimbaud. Mais on en parle tout de suite après avec vous, Emmanuel Petit. À tout de suite. Les débuts d'entraîneur de Zidane ne sont décidément pas faciles. Nommé cet été à la tête du club de réserve du Real Madrid en 3e division espagnole, Zizou a essuyé 3 défaites en 3 matchs. Ce dimanche, il vient de remporter sa toute première victoire face à Tribal Valderas, 3-1. Les joueurs en tout cas sont ravis de l'avoir à leur côté. Zidane est un bon entraîneur. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup avec lui. C'est vraiment un luxe de l'avoir et on apprend d'un des meilleurs joueurs au monde. Et aujourd'hui, comme entraîneur, il sait nous transmettre très bien son message. Et nous avons du coup une idée très claire du jeu et peu à peu, nous allons l'affiner. Pourtant, l'icône du foot français suscite quelques jalousies de la part de ses confrères. Le directeur du Centre national de formation des entraîneurs a déposé plainte auprès de la Fédération espagnole contre lui. Le Français ne posséderait pas la licence lui permettant d'exercer sa fonction d'entraîneur en chef. Le diplôme délivré par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges en janvier dernier ne serait pas suffisant. Une affaire dérangeante pour celui qui vise la place de coach de la Casablanca. Je crois que le but du Castilla est d'avoir placé Zidane comme entraîneur pour que dans le futur, il devienne l'entraîneur premier du Real Madrid. On va voir comment cela se passe. C'est même l'adjoint de Zizou, Santiago Sanchez, qui se charge de signer à sa place les feuilles de match. En cas de sanction, l'ex-international français pourrait écoper d'une suspension pour plusieurs matchs ou, plus grave, d'une interdiction d'1 à 6 mois sur le banc d'entraîneur. Pour l'instant, la fédération espagnole a jugé cette plainte recevable et une enquête a été ouverte. Le syndicat officiel des entraîneurs espagnols soutient Zidane et estime que cette pratique de prête-nom est courante en Espagne. Affaire à suivre donc, Zidane pourrait toujours revenir entraîner en France en cas d'exclusion. Alors Emmanuel, j'adore vous appeler Emmanuel. Que pensez-vous de cette polémique ? Je trouve que ce n'est pas une, c'est une tempête dans un verre d'eau, parce qu'il s'appelle Zidane, ça prend des proportions démesurées dans la presse. Je peux comprendre justement monsieur Miguel Galán, qui est le président justement du CNAFE, le Centre national de formation d'entraîneurs, mais je le comprends jusqu'à une certaine mesure, parce que, comme vous l'avez dit dans le reportage, les prête-noms sont monnaie courante en Europe, et notamment en Espagne, donc c'est vrai que ça a un petit On peut se poser légitimement la question, est-ce que ce n'est pas un manque de respect par rapport à tous les étudiants, à ceux qui aspirent à devenir entraîneurs et qui suivent justement les formations. Néanmoins, je crois que Zidane a déjà son diplôme d'entraîneur de niveau 2, qui est au niveau régional. Il est en passe de passer le diplôme de niveau 3, qui lui permettrait justement d'entraîner à Castilla. Donc
Moi, je trouve que c'est un faux problème. Je trouve au contraire qu'on cherche des poux on cherche des problèmes à quelqu'un. Moi, on devrait plutôt se ravir. Et pourtant, Dieu sait si je suis pas l'avocat de Zidane depuis très longtemps. Mais pour ce coup-là, franchement, je trouve que c'est faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Laissons-le devenir entraîneur. Il est en train de passer ses diplômes. Ils vont être entérinés dans le courant de l'année par une délégation française qui va se déplacer à Madrid pour entériner justement tout ça. Donc, je crois que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, en sachant qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont dans le même cas que lui en Espagne. Donc, pourquoi cibler simplement Zidane alors qu'il y a tout un tas d'une corporation derrière il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que lui. Merci beaucoup Mani Petit. Allez, on va tout de suite passer au football anglais. Et en Angleterre, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de spectacles. Emmanuel, on regarde les résultats, on en parle tout de suite après. Regardez, Arsenal qui s'impose 3-0 sur le terrain d'Aston Villa. Liverpool qui cède du terrain et perd 3-1 contre West Ham. Tottenham et Everton perdent tous deux à domicile. Manchester City et Chelsea se quittent bons amis partout. Mais la rencontre choc de cette journée, c'est la défaite 5-3 de Manchester United. Emmanuel, incroyable ce scénario, les Reds Devils qui menaient 3-1 jusqu'à la 60e minute de jeu et ils perdent 5-3. Dans ce genre de situation, à qui incombe la faute ? Je pense que, je l'avais dit la semaine dernière, rappelez-vous, Manchester United a quasiment 200 millions dans l'achat de joueurs dans l'apport offensif. Alors c'est vrai qu'ils ont une attaque galactique. Mais le problème, c'est que quand vous perdez à la fois Vidic, Ferdinand, Patrice Evra, qui sont trois ténors de la défense mancunienne de cette dernière décennie et qui partent au mercato d'été, il faut aussi les remplacer. Sauf qu'il y a eu que Roro, l'arrière-gauche, le latéral gauche, qui est venu remplacer, suppléer Patrice Evra. Sinon, il n'y a rien eu, quoi. On s'aperçoit que ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience du très haut niveau. Manchester avait le match en main, à l'heure de jeu gagné 3-1, sur un penalty, un cadeau de Noël bien avant l'heure justement de l'arbitre pour les joueurs de Leicester, il revient à 3-2, mais ça n'enlève pas le naufrage collectif, mental des joueurs derrière. Au total, ils ont pris 4 buts en l'espace d'une demi-heure. C'est pour une équipe aussi talentueuse que Manchester United, c'est impardonnable pour moi, c'est de la faute professionnelle. On ne peut pas mettre ça sur l'inexpérience d'une défense jeune. Moi, je pense simplement que mentalement, cette équipe, elle n'est pas encore prête. Et en termes d'équilibre également, je l'avais souligné la semaine dernière, je le redis encore aujourd'hui, défensivement et offensivement, c'est deux équipes qui n'ont rien en commun. Bon, en tous les cas, le coach porte évidemment une responsabilité sur ce genre de situation. Je vous propose tout de suite d'écouter le coach de Manchester United, Louis van Gaal. Qu'est-ce qui est un choc ? Cela fait 25 ans que je suis dans le métier. J'ai déjà dit que j'ai vécu une expérience similaire avec Barcelone. Nous menions de 3 buts à un quart d'heure de la fin du match et nous avons perdu 4-3. Là encore, c'était avec un grand club. Vous ne vous attendez jamais à ça lorsque vous menez 3-1 et que vous avez 2 buts d'avance pour la deuxième mi-temps. À ce moment-là, vous devez tuer le match et garder le ballon. Nous n'avons été capables de faire ni l'un ni l'autre et nous avons ensuite subi 2 pénaltys. L'un dans l'autre, vous ne pouvez pas gagner un match de cette façon. Et puis on va quand même évoquer le plus gros match de ce week-end, c'était Chelsea et Manchester City qui sont quittés sur un match nul 1-1 avec le fait du match, c'est Frank Lampard qui marque contre Chelsea, son ancien club, où il a passé 13 saisons. Et justement, Manuel Pellegrini s'est exprimé à ce sujet, on l'écoute et on en discute tout de suite après Manu. Eh bien, lorsque j'ai lancé Frank Lampard dans le match, je lui ai dit « Allez, et marque !» J'étais sûr que Frank jouerait bien face à Chelsea, car c'est un très grand professionnel. Il a toujours voulu être impliqué dans ce match depuis le début. J'ai parlé avec lui au début de la semaine et déjà à ce moment-là, il voulait être impliqué. C'est un très bon joueur et comme je l'ai dit, un grand professionnel. Je suis très heureux pour lui. Alors Manu, cette rencontre, vous en avez pensé quoi ? Match très équilibré tactiquement, ça a été vraiment... on a vu les deux équipes qui ne prenaient pas énormément de risques, des équipes bien organisées qui attendaient en fait, qui essayaient de procéder par contre. Il y a eu très peu d'occasions durant le match, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, une expulsion d'ailleurs. L'arrière droit de Manchester City a été expulsé. Et c'est à 10 contre 11 que City revient dans le match avec cette égalisation de Frank Lampard. Donc c'était un match qui était intéressant à regarder, mais qui pour moi n'était pas un choc qui aurait dû l'être justement de la Première Ligue parce que Chelsea, en gagnant ce match, avait l'occasion de s'envoler vraiment en tête, de caracoler en tête. Donc là, ils partagent les points. C'est un bon résultat. Malgré tout, je pense qu'ils avaient mieux à faire pendant ce match-là. En tous les cas, José Mourinho, il sait toujours amuser la galerie. Je vous propose de l'écouter tout de suite en conférence de presse. José, pouvez-vous décrire votre équipe en 3 mots, s'il vous plaît ? En 3 mots ? Oui, s'il vous plaît.
Très très bien. Allez, on regarde tout de suite le classement. En Angleterre, Chelsea est toujours en tête. Sur le podium, on retrouve 2 équipes surprises, Southampton et Aston Villa. Arsenal prend la 4e place, Manchester City est 7e, alors que Liverpool et Manchester United sont en seconde partie de tableau. Manu, je vous laisse le mot de la fin rapidement. Passez une bonne semaine, restez bien au chaud et puis j'espère qu'on assistera encore à de très très beaux matchs cette semaine comme on a pu l'assister contre le match Leicester-Manchester United où vraiment j'ai pris un énorme plaisir. Merci beaucoup Emmanuel Petit, merci Lise Barimbaum. Reste avec nous, l'info continue sur i24 News, vous pouvez nous revoir en replay, surtout n'hésitez pas, l'info continue.